Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, on va démystifier la macroéconomie. Ça peut paraître abstrait, mais en fait, c'est comme dézoomer sur une carte. On va partir de nos petits actes de production du quotidien et on va prendre du recul étape par étape jusqu'à observer la croissance de tout un pays. C'est un cheminement hyper logique qui va nous permettre de comprendre concrètement comment la richesse se crée et surtout comment on la mesure. Au programme d'aujourd'hui, d'abord on va se demander ce qu'est réellement la production. Ensuite, on fera la distinction entre le marchand et le non-marchand. En 3, on va décortiquer la fameuse valeur ajoutée, puis on passera au calcul du PIB pour finir sur les dynamiques de croissance, de récession et de dépression. Allez, c'est parti. Première partie, la base de la base, qu'est-ce que la production ? Alors, voici un truc qui surprend souvent. On pourrait se dire que passer son dimanche à repeindre le salon ou à cultiver ses propres tomates, c'est produire de la richesse, non ? Eh bien, pas du tout. Au sens strictement économique du terme, le bricolage, le ménage ou la bonne cuisine à la maison, ça ne compte tout simplement pas comme de la production. Mais pourquoi ? En fait, pour les économistes, la définition est ultra stricte. Pour qu'une activité rentre dans les radars, il faut qu'elle réponde à des critères bien précis. Elle doit être socialement organisée, rémunérée, déclarée et bien sûr légale. Ça veut dire que tout ce qui est illicite, comme les trafics en tout genre ou encore le travail au noir, c'est exclu d'office du calcul. Une fois qu'on a isolé notre production légale, on la sépare en deux grandes familles. D'un côté, on a les biens. Ça, c'est du concret. C'est matériel. On peut le toucher et le stocker comme une table ou un stylo. De l'autre côté, on a les services. Là, c'est totalement immatériel et impossible à stocker. C'est une expérience vécue sur le moment, que ce soit une consultation chez le médecin ou une transaction financière. On passe à notre deuxième partie, la différence entre le marchand et le non-marchand. Là, on a vraiment deux mondes qui s'opposent. À gauche, la production marchande. C'est l'entreprise classique, celle qui cherche à faire du profit. Elle va vendre un ordinateur ou une coupe de cheveux plus cher que ce que ça lui a coûté pour dégager une marge. Logique. Mais à droite, on a la production non marchande. Et là, c'est le domaine des administrations publiques qui ne cherchent pas du tout le profit. Elles proposent des services gratuits ou vendus à un prix qui couvre à peine la moitié des coûts, genre l'école publique ou la piscine municipale. Et ce manque à gagner, du coup, il est financé par nos impôts. Bon, il y a quand même une exception super intéressante entre les deux. C'est l'économie sociale et solidaire, ou l'ESS. Dedans, on retrouve des coopératives, des mutuelles, des associations écolos ou des journaux comme Alternatives économiques. Eux, ils visent avant tout l'utilité sociale. S'ils font des bénéfices, ils ne les gardent pas pour s'enrichir, ils réinvestissent tout directement dans leur propre structure. Troisième partie, il est temps de comprendre ce qu'est vraiment la valeur ajoutée. Alors là, il faut absolument tordre le cou à un mythe super tenace. Non, la valeur ajoutée, c'est pas la même chose que le bénéfice. C'est un raccourci qu'on entend tout le temps. En vrai, la valeur ajoutée, c'est la véritable richesse nouvelle qui est créée. C'est ce que l'entreprise vend, moins ce qu'elle a dû consommer pour produire, et tout ça bien avant de payer les salaires ou la banque. Pour rendre ça super concret, on va regarder comment fait un constructeur automobile. Étape 1, il calcule son chiffre d'affaires, donc le nombre de voitures vendues fois le prix. Mais attention, à l'étape 2, il doit soustraire ses consommations intermédiaires. C'est tous les trucs qui ont été détruits ou transformés pendant la fabrication, genre la peinture, l'acier et l'aluminium. Et c'est seulement en faisant cette soustraction, à l'étape 3, qu'il obtient sa vraie valeur ajoutée. Mais du coup, vous vous demandez peut-être comment on fait pour un service public qui n'a pas de prix de vente orienté vers le profit. Les économistes ont trouvé une astuce toute bête. Ils évaluent la valeur ajoutée non marchande en regardant simplement combien ça a coûté de la produire. Ils additionnent le total des salaires versés et toutes les consommations intermédiaires, et le tour est joué. Quatrième partie, le calcul du fameux PIB. Nous y voilà, le produit intérieur brut, c'est un peu l'indicateur roi pour mesurer la santé et la richesse globale d'un pays sur un an. Mais attention à ce petit détail très important, pour la France, l'INSEE calcule uniquement ce qui est produit à l'intérieur de nos frontières physiques. Ça veut dire que si une entreprise française possède une usine à l'étranger, cette production-là, elle ne compte pas dans notre PIB. Et pour calculer ce PIB, c'est comme un grand puzzle où on assemble tout ce qu'on vient de voir. On fait la somme de toutes les valeurs ajoutées marchandes, on y ajoute les coûts de la production non marchande, ensuite on ajuste avec les taxes, on ajoute les impôts sur les produits, comme la TVA, et on déduit les subventions, comme certaines aides européennes. Et voilà, on a notre chiffre. Cinquième et dernière partie, croissance, récession et dépression. Juste pour vous donner une idée de l'échelle colossale à laquelle on est, en 2024, le PIB de la France est estimé à 2613 milliards d'euros. C'est ce chiffre astronomique qui sert de référence pour tout le reste. C'est à partir de cette base qu'on calcule le taux de croissance dont on entend parler partout. En fait, c'est juste un pourcentage d'évolution d'une année sur l'autre. On prend le PIB final, on enlève le PIB de départ, on divise par celui de départ et on fait x100. Si on est dans le positif, ça veut dire que la richesse globale a augmenté. Par contre, quand les temps sont durs, il ne faut pas mélanger les termes. Une récession, c'est assez courant.
C'est juste une croissance très faible ou une toute petite baisse du PIB sur une courte période. Un ralentissement, quoi. Mais une dépression, ça, c'est un véritable crash économique, un effondrement massif. Et heureusement, le seul grand exemple historique qu'on ait vraiment connu, c'est la crise de 1929. Et ça nous amène à une réflexion finale hyper importante. Rappelez-vous ce qu'on disait au tout début. Le travail à la maison, s'occuper des siens, le bricolage. Tout ça, c'est complètement ignoré par les statistiques officielles. Du coup, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'un PIB qui grimpe raconte vraiment toute l'histoire? Est-ce que cet indicateur reflète le bien-être réel de la société? Je vous laisse y réfléchir, mais une chose est sûre, en économie, il faut toujours garder l'esprit critique face aux chiffres.